Donc bienvenue à cette matinée, c'est positif. Donc c'est la revue de projet de l'aménagement et de la construction durable en Pays de la Loire. Donc pour ceux qui sont déjà venus, c'est une redite, mais voilà, pour ceux qui ne connaîtraient pas, je fais une petite présentation. Donc c'est organisé en collaboration avec les CAE des Pays de la Loire et Novabuild. Donc depuis 2018, nous vous proposons un rendez-vous annuel donc pour réunir les professionnels du bâtiment, les bureaux d'études, les architectes, les artisans et les maîtres d'ouvrage, donc publics, élus, techniciens, les bailleurs sociaux, les constructeurs, les promoteurs et tous les acteurs de la construction du territoire. Donc pour vous faire profiter du retour d'expérience des acteurs de projets exemplaires donc dans la prise en compte des enjeux de développement durable. Donc ça, c'est le pitch. Et donc, on se dit... en fait, dans ces revues de projet, on se dit tout. Voilà, c'est vraiment le retour d'expérience, c'est l'histoire du projet, les problèmes qu'on a rencontrés, les différentes étapes. Et puis après, voilà, de faire ressortir des conseils pour que ça se passe mieux pour les prochains, voilà, pour avancer. Et depuis quelques années, on a choisi en fait, de faire un focus sur les projets qui emploient des ressources naturelles qui sont disponibles sur le territoire et le réemploi. Voilà. En effet, donc, ces projets ayant recours à ces matériaux, cette démarche nous apparaissent comme une solution possible et souhaitable pour permettre aux bâtiments de répondre aux enjeux de demain. Donc réhabiliter durablement les bâtiments existants en respectant leur qualité et leurs particularités, tout en améliorant leur confort thermique et leur confort d'usage. Construire des bâtiments à faible impact carbone et fort impact social et économique pour le territoire. Performant pour le confort d'été, confort d'hiver, préservant la santé de ses occupants, durable dans tous les sens du terme. Donc après notre revue de projet en 2023 autour de l'usage de la paille, où vous étiez très nombreux, donc c'était issu des champs de Vendée et transformé par les entreprises locales en matériaux de construction. Donc la revue de projet en 2024, c'était autour de l'utilisation du chanvre. Donc c'était également les produits transformés localement pour un usage possible en construction neuve et en rénovation. Et cette année, on a décidé de faire un focus sur l'usage de la terre. Voilà, parce qu'en effet, la Vendée, c'est aussi une terre d'argile. Donc c'est une ressource essentielle pour nos briqueteries. D'ailleurs, je suis contente parce que finalement, la briqueterie d'Esnay a pu se libérer. Voilà. Donc, ils seront présents pour la présentation. Donc, pour fabriquer les tuiles et les briques sur lesquelles reposent les particularités de l'architecture locale et qui participent à l'identité du territoire. Donc, remise au goût du jour. Donc, ça, c'est le sujet aujourd'hui pour ses qualités en confort d'été, régulation de l'hygrométrie l'hiver. Dans le projet de la mairie sur Jarre, sur mer. Sous forme de briques de terre crue, la terre est également utilisable sous forme d'enduit et de murs. Et le collectif terreux armoricain, nous présentera tous les usages et avantages de ce matériau sur son focus sur l'état de la filière, illustré avec des réalisations exemplaires contemporaines. Voilà. Et enfin, pour participer à l'élan nécessaire à la massification de l'usage des matériaux biosourcés et géosourcés, pour répondre aux enjeux de l'adaptation au climat et aux objectifs fixés par les PCAET, là, qui sont en cours de révision. Donc dans tous les EPCI de Vendée et aux réglementations à venir, avec la RE 2020 et ses étapes, nous vous proposons un focus donc, sur les dispositifs d'accompagnement des projets biosourcés et géosourcés disponibles en 2026. Donc ça sera avec Fibois et le CIDEV. Voilà. Je vous souhaite une bonne matinée. Merci Barbara. Je suis un peu impressionnée quand même par le nombre que vous êtes et les personnes qui sont rajoutées. Donc, je vous remercie déjà d'être là, aussi nombreuses et nombreux. Moi, je suis Anna Ketels, je suis chef de projet innovation Novabuild. Et avec Barbara, on a monté cette rencontre, cette revue de projet. On a tanné les intervenants pour nous envoyer tout leur support de présentation et tout ça. Et un tout petit mot sur Novabuild. Qui ne connaît pas Novabuild ? Pour que je ne raconte pas... Ne soyez pas timide, je ne vous en veux pas. Ok, quelques-uns quand même. Donc très rapidement, Novabuild est une association, loi 1901, qui fédère et mobilise les professionnels du secteur de l'immobilier, de l'aménagement et de la construction autour de
5 objectifs systémiques qu'on a nommés A2BCS, c'est vraiment l'atténuation de notre secteur sur le climat, l'adaptation au changement, justement, le prendre soin de la biodiversité, de tout ce qui est vivant, de prendre soin aussi des ressources dont nous disposons, c'est pour ça la circularité, et de la santé des personnes qui vivent aussi. Nous avons 8 thématiques que nous adressons. Je ne vais pas tous vous les dire, vous allez les retrouver très facilement sur notre site internet. Et aujourd'hui, on s'occupe de tout ce qui est fer local et renouvelable. C'est la boîte dans laquelle on range les biosourcés et la terre, justement, qui est notre sujet aujourd'hui. Barbara l'a déjà dit un peu, C'est positif, c'est une revue de projet, c'est vraiment ouvert à tout le monde. Elle a déjà dit qu'on peut tout dire. Donc, c'est aussi une invitation. Quand vous entendez les personnes parler, n'hésitez pas à poser des questions. Personne n'est expert de tout. Et nous, on aime bien les questions qui grattent, voilà. Avec toute bienveillance, bien sûr. C'était quelque chose qui était basé sur le cadre de référence HQE Bâtiment Durable. Et vous allez retrouver dans la présentation des architectes, les 4 couleurs là. Donc, on va parler de qualité de vie, on va parler bien sûr respect de l'environnement, mais on va parler aussi performance économique et du management du projet. Eh bien, pour moi, c'est bon. Et donc, comment ça va se passer on va parler du premier projet, c'est la rénovation-extension de la mairie de Jars-sur-Mer. Ce que nous avons imaginé, c'est que Madame la maire et l'adjoint, Monsieur Romo, que vous fassiez peut-être une petite présentation de contexte, si vous voulez bien. Et après, ce sont les architectes qui vont présenter aussi les artisans qui sont là et puis qui vont parler de leur projet. Et puis à la fin de 20-30 minutes, on aura la partie questions-réponses. Et vous pouvez tous venir là si vous voulez. Vous aurez un micro. C'est bon pour vous. Vous voulez ou vous... Ah oui, oui. Ah bah venez donc. Merci. Eh bien, bonjour à tous. Déjà, je voulais remercier Madame Salomon d'être venue vers nous. Et faut savoir que on est quand même très fiers de cette réussite à Jars. Enfin, moi, je suis fière. On a régulièrement des communes qui viennent pour la visiter. Alors, cette mairie, comme vous pouvez le voir, elle a une structure particulière. Et ça, franchement, en cette collaboration avec le cabinet BMP, voilà, ça a été une écoute. Et puis aussi, un petit peu bousculer ce qui se faisait traditionnellement. On est parti, voilà, ils nous parleront mieux que moi, je pense, sur cette structure en maintenant un bâti patrimonial sur notre commune, hein, qui était en fait le bâtiment, la maison que vous voyez, c'était une maison qui a été rachetée de particuliers, qui a été rachetée sur la commune en 1951. Donc, elle avait déjà eu une fonction de mairie. Et puis après, il y a eu un bâtiment à la place de la structure bois qui avait été construite dans les années 80 et qui était quand même devenu vraiment obsolète. Donc, avec un accueil qui n'était plus adapté pour recevoir les administrés et surtout également, et ça j'y tiens, le bien-être de nos salariés. Parce que là, on était loin de ce qu'ils peuvent vivre maintenant. Dans le mandat précédent, il y avait déjà eu une réflexion pour modifier le bâti de la mairie, mais qui n'est pas du tout celui-là, parce qu'on conservait justement cette partie des années 80 et on réorganisait en entier et on faisait une légère extension là où vous voyez la Twingo. Donc, ça restait sur, je dirais, du basique. Et puis, on a rencontré on a fait un concours d'archi et on a rencontré les architectes BMP. Et puis après, ben voilà, on est parti sur un bâtiment vraiment qui vit, qu'on a réussi à intégrer dans notre commune, parce qu'il faut savoir qu'après, on a revu tous les abords. Et
dans l'ancien, il faut savoir qu'en fait, on ouvrait les fenêtres le matin, mais on n'était pas sûr, quelle que soit la saison, de les refermer. Donc, c'était un petit peu gênant. Et puis quand vous rentriez dans la mairie de Jars, vous saviez ce que, 14 heures notamment, ce qu'avaient mangé les agents. Donc voilà, c'était plus du tout... on avait un fil qui traversait aussi la mairie pour être sûr que le service urbain puisse avoir de l'Internet. Donc au bout d'un moment, faut évoluer. Et cette collaboration, elle est partie. Donc je vais vous laisser, peut-être, Karl, tu veux parler. Il faut savoir que ce bâtiment, à la fin, en plus d'être biosourcé, il a une éthique d'économie circulaire. On a pu récupérer le maximum de choses. Par exemple, mon armoire, mon meuble derrière, dans mon bureau, est fait à partir des anciennes portes de la salle des fêtes qui se trouvaient en bas, en fait, sur le bâtiment patrimonial. Donc, on a aussi gardé énormément de meubles qui étaient encore utilisables pour réaménager cette nouvelle structure. Et voilà, ça fait partie, tout le mobilier que nous avions pour les mariages, notamment, a été gardé. Donc, on a une version en bas, à la salle du conseil. On a du mobilier neuf pour la côté conseil municipal, mais aux réunions. Mais après, nous avons gardé le mobilier spécifique qui avait été acheté dans le mandat précédent pour les mariages, c'est-à-dire que tout est blanc. Voilà. Bonjour à tous. Moi, pas grand-chose à ajouter par rapport à ce qu'a dit Madame le maire. Juste que l'esquisse qui est présentée aujourd'hui là, par le cabinet Blanchard-Marceau, on a pu aussi regarder ce qui a été fait à la mairie d'Aubigny. Donc qui est pas similaire, mais qui emploie beaucoup de matériaux qu'on a réemployés ici. Bon, après, on a donné une petite touche, avec des bois, avec un peu de terre. Ça, on va vous expliquer ça après. Mais bon, voilà, rien de particulier, moi. Je viendrai juste ajouter quelques petites choses au fur et à mesure de la discussion. Bonjour. Ah non. Est-ce que vous voulez maîtriser les slides? Voilà. Donc on est le cabinet Blanchard-Marceau-Pont-de-Vie, Ludovic Blanchard et Carole Marceau. Pardon. Donc on a eu une consultation en fin 2020, effectivement en septembre, je crois, on était 3 équipes pour expliquer un peu notre démarche. Effectivement, on a tout de suite parlé de la notion de mairie, d'exemplarité aussi que devait insuffler ce type de projet, quoi. Enfin, essayer quand même de pousser les curseurs pour donner un élan aussi par rapport aux matériaux écologiques, par rapport à l'intelligence des mètres carrés qui sont construits. Enfin, c'est quand même un bâtiment qui peut pas être fait n'importe comment, quoi, qui doit donner un signal sans être ostentatoire. Donc c'était vraiment les points forts pour nous dans la conception. Puis je pense qu'on s'est retrouvés là-dessus. Et on a senti chez vous une vraie volonté, comme vous dites, à bousculer peut-être ce qui avait été un peu envisagé par l'équipe précédente, en fait, parce que c'est un projet que vous avez récupéré et que vous avez prolongé aussi. Ouais. Pardon. Et donc, on peut tourner. Donc, comme l'expliquait Karl Remeau et Madame le maire, le projet se situe, donc au fond d'une place qui le relie avec le centre-bourg. Donc, l'idée, c'était vraiment de redonner toute sa qualité au bâtiment patrimonial qu'on voyait sur la photo. Vous verrez plus tard, on a retiré les extensions qui avaient été construites dans le temps et qui n'étaient pas forcément gracieuses. En termes de programme, voilà, c'est un programme assez classique de mairie. Et notamment au rez-de-chaussée du bâtiment patrimonial, il y avait une salle des fêtes qu'on a restaurée et puis pour lequel on a cherché à fonctionner aussi en salle de réunion, enfin que ce soit un espace très modulable pour un maximum d'utilité dans la semaine. Bonjour.
Donc là, vous voyez des photos de l'existant. Donc avant l'intervention, il y avait plusieurs extensions qui n'étaient pas fonctionnelles. Donc la première analyse, les premières réunions, ça a été de regarder le bâti et savoir ce qu'on en faisait. Et donc là, c'est le résumé de cette réflexion, c'est-à-dire tout ce qui n'avait pas de qualité fonctionnelle ou esthétique a dû être démoli pour revaloriser le bâtiment historique et puis refaire une extension qui corresponde aux besoins actuels. Donc, redire qu'un projet, donc, c'est une équipe de maîtrise d'œuvre, un maître d'ouvrage et des artisans. C'est vraiment tout un ensemble en fait, de gens qui pensent le projet. Donc, en tout cas, au sein du maître d'ouvrage, en appui, il y avait donc Vendée Expansion. Et puis, à côté de nous, architectes, il y avait donc le cabinet CETEB pour réaliser l'économie de projet, ESBA la structure et FIB pour les fluides. Vous redonnez les informations un peu clés voilà, sur le projet. En tout, c'est 665 mètres carrés, dont 199 mètres carrés de partie réhabilitée, une extension donc, de 476 mètres carrés. Et voilà, un budget d'1 500 000 €. Le chantier s'est déroulé sur 18 mois. À l'époque, c'était la RT 2012 qui était en vigueur. Et donc, le projet a été livré en juin 2023. Donc là, c'est une photo de l'arrière, photo de fin de chantier. Il n'y avait pas encore les aménagements extérieurs, vous verrez après. Donc là, focus sur donc, les matériaux et notamment donc, la terre crue. Et donc là, évidemment, beaucoup d'entreprises, mais deux à mettre en avant aujourd'hui, Guillaume et Romain. Et puis, évidemment, M. Gaufry pour la fourniture des briques, les tests. On va vous expliquer plus en détail. Peut-être après. Ouais. Ah, oh, c'est moi qui mince. Ouais, j'ai. Oh, cliqué à côté. Ouais, excusez-moi. Je clique là. Le premier point, c'est peut-être déjà vous expliquer comment fonctionne le projet sous forme de plan. Tu veux. Donc, lors des études, on a vraiment étudié tout le champ des possibles. Un bâtiment qui s'étendait à rez-de-chaussée, un bâtiment plus compact en R+1. Et finalement, par rapport à la silhouette urbaine, et puis aussi cette volonté de ne pas non plus utiliser trop de sol, on s'est orienté sur l'option R+1. Et vous voyez, on a donc la partie existante à droite qu'on a complètement retravaillé en termes d'isolation thermique. Enfin, on a complètement désossé l'intérieur du projet, notamment le plancher intermédiaire qui était en très mauvais état. On a créé une petite tisanerie et puis un espace de rangement sur le côté. Et puis donc, toute l'extension qui est d'une forme très simple, avec un bâtiment de bureau qui est très compact pour rechercher un confort thermique et puis quand même des orientations lumineuses pour tous les bureaux. Et puis en partie centrale, ce hall traversant, lumineux qu'on voulait, donnant sur un petit paysagement à l'arrière. Il y avait cette envie en fait que l'accueil soit en transparence pour qu'il y ait une sorte d'invitation en fait du public à rentrer dans la mairie. Et puis l'idée après d'avoir tous les services d'accueil du public dans le dos, dans le dos de la banque d'accueil avec un fonctionnement très simple, une boucle. Là, c'est donc le plan de l'étage. Hop. On a donc rajouté un escalier, un ascenseur pour être accessible à tous. Et on a maintenu l'escalier en fait sur le côté de la mairie pour éviter les cul-de-sac. Toujours dans cette notion de transparence, il y a la salle de travail collective au-dessus de l'entrée. Et puis ensuite, tous les bureaux privatifs répartis. L'idée, c'est vraiment de travailler la lumière naturelle. Donc de faire très attention en plan à ce que tout fonctionne bien en agencement et en apport de lumière naturelle. Et puis on a profité en fait de l'implantation pour mettre tous les locaux techniques dans un sous-sol. Il y a peut-être la coupe. Donc une diapo, enfin plusieurs diapos pour réexpliquer les enjeux environnementaux qui ont été traités sur ce bâtiment, notamment au niveau des matériaux.
L'extension, on est sur des planchers béton. C'est vrai qu'on avait étudié une option en plancher CLT bois. On était allé visiter l'usine Pifto par rapport à ça. On avait fait la variante, on aime bien être très transparent avec les maîtres d'ouvrage, et on s'apercevait quand même que financièrement c'était un surcoût pas négligeable. Donc on est resté sur une ossature béton, enfin une structure béton de plancher. Par contre, les murs c'est des mobs, et on a une charpente bois aussi sur le projet. Le bardage, on l'a vu sur les images, c'est un bardage Douglas. On verra, les menuiseries, c'est des mixtes bois alu. Là, on voit sur l'image, on avait fait venir des entreprises pour choisir le modèle. En termes d'isolation, sur l'autre image, on est sur un isolant biosourcé en chanvre coton lin, le Biofib Trio. Et puis après, on parlera de l'aménagement intérieur aussi, qui est un petit peu spécifique. Sur l'image, on aperçoit la géothermie. Il y a quatre pieux qui ont été d'à peu près 100 mètres de profondeur. Donc c'est un système intéressant qui permet de limiter les coûts de consommation, qui est un petit peu plus cher à la conception, mais à la construction. Et puis qui peut permettre, ce n'est pas notre cas, mais si on le souhaite, de faire un rafraîchissement passif aussi en été. Le solar tube là, en partie centrale qui permet d'apporter de la lumière naturelle à l'étage, un plancher chauffant pour rappeler au rez-de-chaussée. Et puis il y a aussi dans la conception cette volonté de travailler avec la lumière, mais aussi de maîtriser les apports thermiques liés au soleil, donc avec un jeu de brise-soleil passif, et puis aussi des brise-soleil orientables pour vraiment optimiser le confort au quotidien. Alors, c'est peut-être le moment de présenter nos entreprises. Et puis Gauvry, et puis peut-être Monsieur Romo aussi, c'est grâce à vous aussi que ça a pu se faire. C'est vrai que lors des études, moi j'avais fait donc une formation Construire en terre en 2021. On avait parlé de cette idée d'ajouter de la terre locale sur le projet, que ça pouvait avoir du sens. On avait monté un dossier de consultation comme ça, en laissant une variante parce qu'on craignait qu'il n'y ait pas de réponse par rapport à ça. Et c'est vrai qu'à l'appel d'offres, malheureusement, ça n'a pas pu se réaliser. Mais vous pouvez peut-être expliquer. Donc moi, j'étais allé déjà chez M. Gauvry chercher des tuiles pour ma maison particulière. Et donc, dans l'idée, j'avais vu qu'il faisait des briques. Et donc, on a cherché un matériau qui est l'argile pure. Donc, au départ, je lui ai emmené, pas combien, 5-10 kilos d'argile pour qu'il essaye. Bon, ça ne fonctionnait pas parce qu'il y avait un petit peu de coquillage dedans. Donc il fallait trouver une argile vraiment pure, sans coquillage, pour qu'il puisse faire les briques. Donc on a fait des échantillons. Ça a bien marché. Après, il a fallu quand même faire un rétropédalage avec l'architecte, parce qu'il y avait toutes les réservations qui étaient prévues normalement en placo-plâtre et qui, en fin de compte, passaient en briques de 4 cm. C'était du bois, en fait. Ouais, on avait laissé la possibilité, effectivement. Voilà, oui. Et Il a fallu faire quand même un petit... Le bois était déjà en train d'être posé. Voilà, c'est ça. Donc il a fallu quand même faire un rétropédalage. Donc on a réussi à intégrer les briques en soubassement, là. Voilà, donc ça a été posé par les deux poseurs qu'on voit là et M. Gauvry qui a supervisé un petit peu, je pense aussi. Ça s'est super bien passé. Et derrière, on a fait de l'enduit aussi, de l'enduit qu'on trouve ici. Un enduit pur, en argile quasiment pure, avec peut-être un petit peu de chaux dedans. Non, voilà, il va vous dire. Voilà. Donc en argile pure, ça tient bien le coup, ça a 3 ans. Voilà, pas trop de soucis. Bon, les briques travaillent un petit peu, elles ont jauni un petit peu, parce qu'au départ, elles étaient toutes vertes, bien vertes. On les a jaunies un petit peu, donc voilà, mais on est très content du rendu. Je passe la main à M. Gauvry en premier. Voilà. Bonjour, merci, quel honneur de commencer. Pour représenter rapidement un peu la briqueterie, c'est une briqueterie qui existe depuis 150 ans à peu près, on est 6e génération. Donc voilà, donc on avait effectivement tout un équipement pour réussir à refaire des briques extrudées
Donc on parlait effectivement de la chaux, un petit peu des pierres calcaires qu'il pouvait y avoir dans la chaux, qui était un peu compliqué, parce que voilà, sur des volumes comme ça, après on pouvait souiller des machines. Maintenant, après sur des gros volumes, le calcaire peut quand même être utilisé. Et donc on a fait des essais en interne pour extruder les briques, et puis ça s'est plutôt bien passé. Hein, la terre était quand même intéressante pour ça. Donc voilà, donc on a pu réaliser effectivement ce type de briques pour ce chantier. Romain ? Bonjour à tous. J'ai rien d'autre à rajouter. Voilà, on a mis en œuvre avec Guillaume conjointement le chantier. Et puis, si la petite photo là à droite en bas, là, c'est le fond de briques que l'on ne voit pas en fait. Donc la face apparente est en haut. Et ce qui ne se voit pas, qui est caché par les planches là, est donc enduite. Voilà, c'est la maçonnerie brute en fait. Voilà. Je laisse Guillaume vous en parler. Bonjour, moi je suis Guillaume. Ça fait 5 ans et demi que je m'attelle à travailler la terre crue en Vendée. Je le précise parce qu'on part de loin. Ce projet-là était intéressant dans le sens où on a utilisé des briques locales. Et initialement, on n'avait pas de préconisation particulière sur la pose des briques. Et avec Romain, nous avons décidé d'assembler nos briques avec un mortier que nous avons formulé. Je le précise que je trouve ça intéressant. Les briques et le mortier, excusez-moi, timidité. Il s'agit de la même matière. Nous avons fait sur site fondre les briques afin de ramollir l'argile. Et nous l'avons couplé à du sable pour réaliser le mortier. Donc tout a été formulé pour le mortier sur site. On a fait face à une petite contrainte technique avec toutes les reprises de charge de la structure. Nous avons dû entailler 2/3 des briques. Je le précise parce que c'était un petit boulot de patience, mais très intéressant. Et puis pour ce qui est de la formulation de l'enduit, l'enduit, c'est ni plus ni moins que de la brique fondue, et donc de l'argile et du sable. Voilà. Il y a pas on a fait le choix de ne pas coupler notre liant à la chaux. C'est une volonté. L'idée, c'était le projet terre. Donc le projet terre, autant le mener de A à Z. Voilà. Je n'ai pas grand-chose à dire de plus. Merci en tout cas. Tu veux faire passer les briques? Ah ben voilà. Fais-les passer comme ça. Moi, juste une petite parenthèse sur le coût. C'était, je pense, moins cher qu'une structure normale. Si on avait mis une structure bois en chêne, ça nous aurait coûté plus cher que les briques. Une brique de mémoire, ça doit coûter 1 euro, quelque chose comme ça. Même un petit peu moins, 80 quelques centimes. Donc vous voyez, au mètre carré, ça ne fait pas énorme. Après, les poseurs ont été généreux avec nous, pareil. Les tarifs, on peut en parler. Ouais, voilà, ouais. C'est quoi les tarifs Alors moi, j'ai le tarif de la brique, je me souviens plus du tarif de la pose. On était dans les 60 centimes, je crois, à peu près. Ouais. À l'époque. Je crois que c'est peut-être 1 euro posé, quelque chose comme ça. C'est peut-être dans 1 euro, autour de 1 euro posé. Ouais. Mais oui, voilà, c'est ça. Moi, j'avais dans la tête 1 euro. Donc vous me dites 60 centimes la brique et 40 centimes de pose. Voilà. Donc voilà, très bien pour nous. En termes de coût de pose, je crois qu'on était sur des tarifs entre 5 et 7 000 euros. Je ne sais plus, peut-être que vous pourrez... Oui, pour les tarifs des pauses, on a passé presque 10 jours. 10-12 jours ouvrables et on doit être entre 5 et 7 000 euros, je crois, TTC. Ça doit être dans ces budgets-là, hein, il me semble. Donc en fait, nous, c'est ce qu'on... Ouais, c'est des bonnes journées quand même, puisque ouais, effectivement, c'était laborieux de couper toutes ces briques. Le système, en fait, il aurait pu être plus simple en amont, mais il y a toujours des possibilités, en fait. Donc, ouais. Pardon. Si c'est bon pour vous, merci. Et je précise aussi dans la partie questions-réponses après, si vous avez encore des questions aux artisans, n'hésitez pas après.
Oui, puis ce qui était intéressant aussi, c'était la surprise pour nous, quand on dit faire local, c'était assumer le fait que la terre, on ne savait pas du tout la couleur qu'elle aurait. Enfin, il y a eu plusieurs essais, et donc voilà, on a découvert. Mais, elle change de couleur. Et comme votre bâtiment, elle change, elle évolue. Elle vit. Je pense qu'on a une photo. Ouais. Donc la coupe, pour montrer un petit peu la silhouette, l'idée c'était de s'intégrer sans dominer le bâtiment patrimonial, mais proposer autre chose en continuité. Et là, il y a le deuxième sujet aussi de construire local par rapport à ce bâtiment, toujours grâce aux élus et puis notamment à Carl Romo, pour qui la forêt locale, je pense, a du sens. Je vous laisse. Donc pour la petite histoire, je travaillais à l'Office national des forêts. Donc on a une petite bande communale qui est boisée à Jard avec des beaux robiniers, faux acacias. Et donc pour le robinier faux acacias, on se fait beaucoup attaquer par les associations parce que c'est une espèce invasive, enfin, c'est une essence invasive. Par contre, ça fait du très beau mobilier. Et donc, pour faire un petit pied de nez aux associations qui nous attaquent tout le temps, j'ai dit on va essayer de faire un peu de mobilier en acacia. Donc on a sélectionné des acacias en forêt communale qu'on a fait couper et transporter à la scierie de Chaland, qui nous les ont sciés et ensuite séchés. Et ensuite on les a ramenés à la mairie parce qu'on a un service technique qui a un service menuiserie. Et donc on a fait toute la banque d'accueil, un petit bar, voilà, et quelques petits aménagements aussi dans la tisanerie, voilà, en robinier faux acacia. Avec des planches épaisses dont on a laissé le... Voilà, ouais, avec des planches assez épaisses, c'est-à-dire qu'elles sont entières, avec le flash du tronc, quoi. Voilà, ça donne un look. Comme on est en Vendée, dans la salle du conseil, on a mis un bar, parce que nous, sans le bar, on ne peut pas fonctionner. Et donc, on a fait un petit bar dans la salle du conseil qu'on voit à gauche, là, voilà, qui permet de prendre un petit verre après les réunions. Voilà. Au départ, on était parti pour peut-être le cacher un peu, comme ça a été fait à Aubigny. Puis après, on s'est dit, voilà, nous, on affiche... On assume. Il y a des gens qui rentrent, parce que la salle de mariage, c'est cette salle aussi, et qui disent, tiens, il y a un bar. Et voilà, il y a un bar, voilà. Oui, ça c'était un prototype Oui, je crois que ça devait être un essai de briques, je crois. Les premiers essais d'ailleurs. C'est les premiers essais. Tu veux parler, Guillaume ? Non, c'est toi qui l'as fait. Donc du coup, on a fait un petit clin d'œil. Oui, ça, ce sont les premiers essais d'assemblage, donc avec beaucoup de coquillages. Donc je pense que pour la fabrication, c'est compliqué, mais pour la pose aussi, puisqu'on se coupe les mains, en fait, tout simplement. Enfin, il y a des trop gros agrégats, en fait, avec le liant argile, donc du coup, c'est compliqué. Et là, on a fait juste une petite maquette, un cadre qu'on a donné. Qui trône dans mon bureau. Et voilà, ouais. Donc, c'est le petit côté historique du lieu, en fait, et du matériau. Voilà. Sur les terres jardaises. Les terres de Jard. Donc à Jard-sur-Mer, on a 300 hectares de marais. Donc au départ, on était parti parce qu'il y a beaucoup d'opérations Natura 2000 on a beaucoup de curage de marais tous les ans. Et donc quand ils curent les marais, ils mettent ça sur les bossis. Et on était parti pour récupérer de la terre sur les bossis. Mais c'est une terre qui a été mélangée avec des coquillages et ça n'allait pas. Et donc il a fallu trouver de la terre pure qu'on a trouvée sur le domaine de Saint-Nicolas, parce qu'il y avait des sondages qui étaient faits près d'un étang. Et donc là, par contre, c'était pas des cordes de marais, c'était plutôt de la terre brute. Et donc ils ont fait des sondages à 2 ou 3 endroits pour restaurer l'étang. Et quand on est allé là-bas, la terre était vraiment pure. Donc là, on en a piqué 1 mètre cube. Qu'on a emmené à M. Gauvry. Enfin, peut-être un petit peu plus d'un mètre cube, je sais pas, à peu près. Ça ne représente pas beaucoup en volume,
ça va, c'est pur, donc on n'a pas de déchets, on arrive à faire, on emmène 1 tonne, on fait 1 tonne de briques en gros, hein. Donc c'est intéressant aussi, parce que quand on voit la perte qu'on génère avec tous les emballages, les précautions de transport, là il n'y avait rien du tout, hein. Elle arrivait sur une palette, on l'a filmé et c'était tout. Non, c'est la fin, ouais. Moi j'avais une question. Justement, c'est que vous avez marqué là. Pardon. Non, un micro pour les Je sais questions. que vous avez marqué là. Vous anticipez les particularités liées aux matériaux biosourcés et notamment mise au point du dossier d'appel d'offres. Donc je voudrais savoir comment ça se passe. Et surtout, voilà, il y a un carcan administratif qu'il faut dépasser dans les projets publics. Comment vous avez fait? Comment ça s'est passé? Vas-y. Non, mais comme j'expliquais, lors de l'appel d'offres, on avait demandé aux entreprises de répondre avec donc ces soubassements en terre. On n'avait pas donné de technique particulière, mais c'était dans le lot du maçon, je crois, hein. Alors, on a eu des échanges avec des entités, des entreprises. Des entreprises qui sont plus en Loire-Atlantique. On avait même essayé de demander à avoir des heures de formation pour former le maçon qui aurait ce lot d'attribués. Malheureusement, on n'a pas réussi au moment de la consultation à faire ce montage-là. Et donc, on est parti donc, sans la terre crue au moment du lancement du chantier. Et c'est arrivé en cours, ce qu'on disait tout à l'heure, grâce à M. Remeau qui a refait le lien avec la briqueterie. Donc, c'était de l'adaptation de chantier. C'était pas structurel, vraiment c'est que de la décoration. Donc c'est ce qui a permis aussi de faciliter en fait tous les validations des contrôleurs techniques, etc. Au moment du chantier. Donc souplesse d'une commande directe au maître d'ouvrage. Dans notre... ça. Ouais. Du coup, il y a une partie qui a été retirée au menuisier en habillage bois et qui a été confiée directement. Voilà, bon, au cours, que ça soit au niveau de la construction, on s'est aperçu qu'il y avait quelques coquilles, hein, des choses qu'on n'avait pas prévues ou que l'architecte avait prévues et qu'on n'avait pas retenues, notamment je pense au volet aussi au battant, sur toute la façade sud, est, côté place là. Et bon, quand ça a commencé à monter, on s'est dit mais il va y avoir du soleil, peut-être que le cabinet Blanchard et Marceau avait raison. On a anticipé la commande, hein. On a réussi à rattraper le coup parce que quand on rattrape le coup comme les briques, eh bien souvent les réservations sont faites, les bois sont taillés pour recevoir les oscillobattants extérieurs. Et là aussi c'était le cas sur les briques, donc il a fallu faire des modifications. Mais on s'est adapté, ça a duré 2 ans le chantier. Donc bon, toutes les semaines réunion le mardi, en gros 2 heures de réunion toutes les semaines. Bon voilà, ça permet d'échanger, de discuter. C'est surtout important de suivre le projet toutes les semaines, parce qu'il se passe toujours des choses dans la semaine. Voilà. Il y a Madame Tiphaine là-bas qui travaille pour Vendée Expansion, qui nous a aidés aussi. Voilà. Non, c'était compris dans le lot du gros œuvre lors de l'appel d'offres. Et donc, n'ayant pas de retour d'aucune entreprise, malheureusement, on avait ressorti ça de la construction. C'était une variante qui, en contrepartie, était chez le menuisier, en fait, avec des habillages bois à la place. Donc, c'est pour ça qu'on avait toute l'ossature qui était vraiment pensée pour le menuisier jusqu'au bout. Et ça, on a rattrapé le coup juste à temps pour pouvoir reconfier ça à des artisans spécialisés, en fait. Ok. Donc il y a une question là et après derrière. Pour essayer de boucler sur cette question-là de l'allotissement, de la consultation des entreprises, aujourd'hui, si vous deviez refaire la consultation, qu'est-ce que vous changeriez pour aboutir dès la première consultation ? Alors aujourd'hui, on a la chance de connaître des artisans poseurs, donc déjà on pourrait les mobiliser. Après, je pense que leur difficulté à eux, c'est toute la partie administrative qui est demandée dans un appel d'offres public, et c'est ça qui est terrible en fait.
peut-être. Est-ce que vous voulez répondre? Il est vrai que toute la logistique administrative est lourde et le temps est rare. Personnellement, moi, je ne réponds jamais aux appels d'offres. C'est systématique. Je suis désolé. Mais c'est trop lourd. Il faudrait quelqu'un derrière pour travailler les dossiers et plus de temps. Effectivement, oui, on peut rajouter quand l'entreprise est petite, il y a forcément un choix à faire. On est sur le terrain ou on est sur l'administratif. Ça coûte cher d'avoir une entreprise aujourd'hui. Du coup, on privilégie le terrain parce que c'est ce qui nous fait vivre. Et, moi, personnellement, je n'ai pas fait de grandes études. Donc, l'analyse de tous les documents, des choses comme ça, ça prend du temps. Donc je pense qu'il faut être mieux entouré, il faut une structure peut-être plus grosse, mais quoique des fois les grosses structures ne veulent pas les petits chantiers et ne veulent pas se déplacer pour du sur-mesure et prendre... voilà. Donc ouais, c'est une bonne question. C'est une bonne question. Je vais répondre en tant que... Voilà, moi, je vais répondre en tant que fabricant. Nous, on répond à des appels d'offres, mais en tant que fabricant. Donc, on n'a pas la ligne de pause, en fait, sur nos réponses. Donc, on attend que le poseur puisse faire notre demande. Donc, on a des dossiers d'appels d'offres qui sont assez longs à lire, mais on répond à des appels d'offres, mais c'est souvent le poseur. Et effectivement, la difficulté de la pause, c'est que ceux qui répondent à des projets comme ça, c'est qu'ils sont structurés. Donc, ils ont des maçons, mais ils savent faire du béton branché. Et dès que ça sort un petit peu de l'ordinaire, ils ne savent pas forcément faire. Donc, il faut qu'ils aient une formation, je pense, et puis il faut avoir le personnel. Après, peut-être qu'effectivement, comme vous l'avez dit tout à l'heure, dans l'appel d'offres, proposer une formation en pose de briques de terre. Et c'est peut-être une solution pour répondre à ce genre de choses. Et là, je pense qu'il y a, il y a des personnes autour de nous qui peuvent donner des formations. Excusez-moi. Il y avait une autre question avant, je me permets. Bonjour, merci beaucoup pour ce partage d'expérience à plusieurs voix. J'ai en fait 2 questions. La première, c'est concernant ce que vous avez indiqué de problématiques de reprise de charge et de découpe de briques. Est-ce que vous pourrez préciser un petit peu, s'il vous plaît, parce que je n'ai pas forcément bien compris le défi à relever. Et la deuxième, c'est... dans la démarche de la mairie et du cabinet d'architectes, aussi la volonté d'exemplarité pour pouvoir multiplier les bonnes pratiques. Est-ce que dans ce cadre-là, vous avez fait, sous une forme ou une autre, une évaluation environnementale, des éléments de communication derrière qui permettraient de favoriser cette duplication de démarches? Merci. Alors, le temps que ça réponde, vous pourrez préparer votre réponse à la deuxième question. C'était la question des... reprises de charge, je ne Oui. vois plus les briques. J'aurais pu vous montrer techniquement. Ah voilà. Ah bah, ça va très vite. Allez, c'est parti, on a L'histoire de la reprise de charge, c'est tout simplement... on le voit que le soubassement, là, sur ce soubassement repose toute une structure en chaîne, structure de châssis vitré. Et en fait, c'était trop risqué de ne pas reprendre la charge de tout l'ouvrage sur le linéaire du mur. Donc en fait, les briques, elles font 10 cm de largeur. Et par endroits, notamment par rapport à la section des chevrons, là, on a dû entailler les briques parce que le chevron laissait un parement de briques de 3 cm. Je sais pas, tu peux me tenir le micro? Ah ben voilà, Romain, il va mieux. En fait, on a fait des U dans les briques à la meuleuse. À l'endroit des montants. À la meuleuse, où ça peut se faire avec une table de sciage, peu importe. À la hauteur des montants. Et donc la complexité, c'est que chaque montant, il faut faire une coupe et il y a des montants tous les 30, c'est ça? Non, ouais, ou c'était tous les 40. Ouais. Je vous laisse compter le nombre de coupes. Tiens. Est-ce que c'est... Ok, c'est entendu. Et la deuxième question, c'était sur la question sur... La communication. Les études environnementales. En fait, ce qu'on a fait, c'est notre bâtiment, on est rentré... on l'a intégré en septembre 2023
Et Vendée Grand Littoral, notre intercommunalité, lançait en 2023 son premier festival des transitions. Et donc, du coup, on l'a ouvert. On a présenté, alors c'est ouvert à tout le monde, hein, et notamment en particulier, on a présenté le projet et tout ce qu'on peut faire en fait au niveau du biosourcé durant ce festival des transitions. Et puis depuis, j'ai à cœur à le montrer aux élus du département qui viennent, qui veulent bien, voilà, vous êtes tous invités. Si vous avez envie de voir en vrai comment ça se fait, il n'y a aucun problème. On vous accueillera, on programme une rencontre. Et c'est vrai que c'est surtout cette communication-là, on l'a fait aussi lors des... Comment on a procédé? C'est-à-dire qu'on a inauguré le bâtiment et après on a fait des portes ouvertes pour les administrés. Et donc, du coup, on leur a là aussi expliqué, les élus ont expliqué tout le déroulement du chantier, et surtout en mettant en valeur le pan de mur, et puis nos fameuses bornes avec en robinet acacia qui ont été vraiment faits en régie par nos agents, comme l'a souligné Karl. Nous avons, au niveau de nos services techniques, une vraie menuiserie avec un équipement identique aux professionnels. Donc, ça aide beaucoup et des agents compétents qui ont pu... voilà. Donc, cette communication, elle a surtout été... dès octobre 2023 avec le Festival des Transitions. Je rajouterais juste quelque chose sur le maître d'ouvrage, sur les choix qui ont été faits au départ. Bon, on sait que c'est un coût supplémentaire, hein, dès qu'on prend du matériau biosourcé, dès qu'on prend des bois nobles comme le chêne. Voilà. Alors, nous, à la mairie de Jard, on était partis sur une enveloppe. Donc, on l'a soumis au cabinet Blanchard-Marceau pour que ça rentre dedans. Et on était parti sur ces matériaux biosourcés, donc ils le savaient. Et je pense que c'est important de faire la commande dès le départ, parce qu'on a toujours tendance à dire, voilà, je prends la laine de verre chanvre, voilà, ça représente 30% de plus. Au niveau prix, qu'est-ce qu'on fait? On l'enlève, ça paraît pas, bon voilà. Non, il faut essayer d'aller jusqu'au bout de la démarche. Par contre, il faut bien mettre l'enveloppe en face, parce que quand vous arrivez... et que vous voulez un super bâtiment, mais qui coûte 1,5 million au lieu d'1,2 million ou 1 million, eh bien, il faut assumer. Donc, on a assumé. On a assumé auprès de nos administrés aussi. On les a reçus, on leur a expliqué. Bon, dans l'ensemble, ça s'est pas mal passé. Bon, il faut savoir qu'on a rénové aussi tout le parvis devant. Donc, le projet du parvis, c'était aussi 700 000 € dans la même année. Donc, on a vraiment fait un gros investissement. Mais dans l'ensemble, le rendu est bien. On voit des gens qui rentrent en mairie, qui veulent visiter, qui sont intéressés, qui nous demandent qui a fait ça. Voilà. Donc on a vraiment des bons retours. On a toujours quelques administrés qui nous ont pas insultés, mais qui nous ont... Voilà. Mais dans l'ensemble, je vous dis, pour le retour, c'est peut-être 90% des gens qui sont satisfaits du résultat. Est-ce que ça répond déjà? Après, alors, j'ai vu... Là, et là, et là. 4. Alors, on va... passer par là d'abord. C'est vraiment une petite question. Je m'interrogeais quand je vois la photo tout en bas à droite. Pourquoi il y a besoin de mettre une sorte de seconde peau bois directement? Pourquoi on ne peut pas faire un recto comme sur le mur? Enfin, les entretoises en bois, là. Oui, mais les entretoises, selon moi, sont pas disgracieuses esthétiquement. Je m'interrogeais simplement, on parle de frugalité, etc., et du prix aussi des matériaux biosourcés. C'est vrai que rajouter du bois, simplement esthétiquement, voilà. Qui veut? Alors, c'est les spécialistes, mais bon, je sais que l'enduit est très fin. C'est sur un plaquage, hein, mais ils vont vous dire s'ils peuvent faire la chose sans le plaquage. Je ne sais pas si c'est possible. Alors là, techniquement, dans le cas de figure, c'était possible. On aurait pu refaire un enduit, parce qu'apparemment, en demi-brique, ça aurait été un peu plus complexe. C'est jamais impossible, hein, mais ça prend du temps. Pourquoi on ne l'a pas fait ici, là? C'était tout simplement pas la demande.
faut rappeler qu'on découvre en fait voilà, déjà on était très contents de pouvoir avoir l'occasion d'en mettre en œuvre. Ça arrivait en cours de chantier, il fallait que tous les autres corps de métier soient d'accord, dont le menuisier, etc. Donc voilà, faut aussi comprendre qu'on a fait au mieux au moment où c'est arrivé, quoi. Enfin... On a quand même tenté un petit challenge. L'enduit qui est ici, là, techniquement, en règle générale, ça ne se pose pas ainsi. On a un enduit sur un panneau de bois. Donc on a usé de petites subtilités pour créer une très bonne accroche, bloquer les spectres de la colle de l'OSB, parce qu'on a eu de très grosses surprises. Les tanins où les colles de l'OSB sont ressortis, on avait des grosses taches jaunes. Et en fait, on a dû préparer ce support en vue de l'enduire. Moi, j'avais jamais enduit sur des murs pleins en bois, hein, clairement. Romain non plus. Hein. Enfin, je crois pas. Ouais, disons que c'est pas des pratiques du tout communes. Pardon, Romain. Ouais, non. Disons que c'est pas des pratiques courantes en fait. Et c'est plutôt même un peu laborieux pour nous, pour ce type de projet. Effectivement, Guillaume, il a plein d'autres solutions sur ce type de projet, parce qu'on peut apporter d'autres solutions, peut-être moins onéreuses aussi, et peut-être plus durables. C'est des trames de bambou. Guillaume fait ça très bien. Un corps d'enduit, une finition dessus. Là, la demande, c'était un enduitaire sur un support bois, comme l'a dit Guillaume, et donc nous, on s'est adapté. Effectivement, il y a eu un peu de produits pétrochimiques pour pouvoir bloquer le tanin, les poches de gras du résineux, en fait. Mais le final, produit résistant, costaud, conforme à la demande, donc voilà. Ça n'a pas bougé. Bon. Ben voilà, tant mieux. Ça aurait duré, non. Alors, que je me rappelle qu'il y avait une question. Ah, il y en a d'autres qui se sont rajoutées. Alors là, il y avait là. Et je crois que c'était... Oui, il y avait 2 là et une là. Donc, c'est la même pour vous deux? Non, c'était lui, au premier. Pardon. Oui, sur la formulation des briques, est-ce qu'il y a eu un ajout de sable ? Oui, effectivement, quand on a reçu l'argile, on a fait des tests aussi au niveau de la briqueterie. Et effectivement, on a rajouté un peu de charge à l'intérieur, un peu de sable pour éviter que les briques fissurent de trop pendant les séchages. Et donc voilà. Après, le mélange qu'on a fait a bien fonctionné, parce que les briques, voilà, elles sont là, elles ont été tout à fait fonctionné. Donc, mais effectivement, après toutes les argiles, faut faire des tests pour vérifier effectivement la quantité de sable. Ou alors, si l'argile est trop sableuse, au contraire, faut rajouter des argiles un peu plus argileuses. Donc voilà, il y a une petite cuisine qui se fait en interne, effectivement. Alors, 2 questions là. Merci. Oui, donc moi je reviendrai un petit peu sur le côté appel d'offres. C'est une procédure adaptée. Donc en tant qu'architecte, vous avez répondu à une commande et une appel d'offres montée par Vacances Vendée Expansion et la commune. Comment ça s'est passé? Alors, vous avez dit que effectivement dès le début vous aviez anticipé vos demandes d'un projet biosourcé, que le budget était pensé pour ça. Comment ça s'était pris en compte? Parce que faire des projets un peu innovants, ça nécessite beaucoup plus de temps. Est-ce que ça a bien été pris en compte? Est-ce que vous avez été rémunéré pour voilà, ou est-ce que c'est votre choix, quoi? Ça va? Vous voulez bien répondre? Ouais, c'est un engagement avant tout personnel avec Ludovic, quoi. Enfin, on a décidé depuis quelques années, voilà, d'essayer d'avoir une démarche la plus vertueuse possible et de s'améliorer chaque jour. Après, c'est sûr que c'est beaucoup d'énergie pour y arriver. C'est des moutons à 5 pattes des fois qu'on monte pour tester. Enfin, voilà, on découvre. Mais les honoraires, voilà, sont pas en effet exponentiels pour autant. Non, puis il y a une part de relationnel aussi avec les élus. Enfin, quand on sent que le dialogue passe bien et qu'il y a une volonté aussi, enfin, on va jamais à l'encontre de nos clients, mais donc quand il y a cette volonté, c'est un plaisir pour tous de pousser les choses, quoi. Et
Et c'est vrai que ce qui est important de souligner, c'est que la phase esquisse est très, très, très importante, parce que c'est là où le dialogue est ouvert, se pose, et les arbitrages nécessitent du temps, des essais même en dessin. Et donc ça, c'est riche, c'est riche à nous tous, quoi. Oui, puis on a toujours essayé de trouver avec Vent d'Expansion les mécanismes administratifs pour que ça puisse... qu'on puisse aller là où voulait aller la mairie, en fait. Donc c'est vrai. C'est bon ? T'as répondu ? Oui, très bien. C'était bon ? Allez-y. Alain Roussard de la Mayenne, je suis membre d'une association de défense de l'environnement. Déjà, bravo pour avoir osé ce que vous avez fait là. Notre fédération est impliquée dans un projet qui s'appelle Go CO2. Je ne sais pas si ça parle à certains, parce que je ne pense pas que la Vendée soit concernée. C'est un projet dans les Pays de Loire de plusieurs milliards d'euros qui concerne les marchands de béton, Lafarge, Lost, Heidelberg. Et donc, comme c'est les plus grands émetteurs de carbone, ils ont trouvé... la solution qu'ils proposent, c'est de récupérer le CO2 à la sortie de l'usine et de l'emmener à Nantes, là, au port, là, par pipeline, carrément, hein, donc de la Mayenne, des Deux-Sèvres, etc. Et ensuite, qu'est-ce qu'on en fait ? On va l'emmener en Norvège pour l'enfouir dans les anciens puits de pétrole. Donc voilà le projet. Donc nous, on est complètement opposés à ça, mais notre ligne de conduite, c'est toujours, on s'oppose, mais on cherche des alternatives. Parce que ce soit Lafarge et autres, à aucun moment, ils proposent de fonctionner autrement. Eux, en fait, ça leur permet de continuer. Hein, le tout béton. Et quand je vois ça, franchement, là, il y a vraiment des terrains à explorer, mais ça reste inaudible, malheureusement. C'est pour ça que j'ai fait le déplacement de la Mayenne pour quand même, là, je me dis, il y a des choses à faire. Donc voilà. Alors, ma question plus précise, là, est-ce qu'un bilan carbone a été fait entre cette réalisation et éventuellement une réalisation béton classique, enfin... Voilà. Merci. Non, il n'y a pas eu d'études derrière. C'est peut-être intéressant à faire. Ça peut peut-être être envisagé. Voilà. Oui, c'est vrai. Alors, je me permets. Vous voulez pas ? Bon, parfait. Okay, alors. Merci. À l'utilisation, est-ce que vous sentez de l'inertie thermique l'hiver pour le chauffage ? Est-ce que vous sentez de la fraîcheur, de l'hygrométrie d'été, tout l'intérêt de la terre crue notamment ? C'est pour les utilisateurs. Hein. Ouais. Alors oui, on sent... Sur la mairie en elle-même, en fin de compte, c'est l'ensemble de la mairie, c'est la conception qui fait que le bâtiment, je vais vous dire, est agréable à vivre, aussi bien l'été comme l'hiver. Le mur de briques, je pense que ça n'a pas une grosse incidence. C'est surtout sur le matériau extérieur, biosourcé. Nos plafonds qu'on voit au-dessus qui sont aussi en fibre de bois, le côté acoustique. On a l'étage de la moquette comme ça en 30-30 qui permet, si jamais il y a quelqu'un qui fait tomber un café comme ici, de remplacer juste le 30-30. Et voilà. Mais c'est des ambiances assez feutrées. C'est ce que le cabinet Blanchard voulait faire. Et il fait bon vivre dans le bâtiment. Tous nos agents ressentent vraiment le confort. Oui, dire que dans le cadre des études, il y a une étude STD et FLJ qui ont été faites. Donc effectivement, on savait où on allait dès la conception, et puis c'était des points qui étaient regardés de près pour être sûr qu'on ne se trompe pas. Moi, je dirais qu'au niveau des agents, même quand on y est pour travailler, dès qu'on rentre dans le bâtiment, en fait, on sent une âme sereine.
Je pense que le bois, tous les matériaux qui ont été utilisés, on le ressent en rentrant. Et il y a une certaine sérénité, oui. Je pense qu'il y a un apaisement. En plus, il y a une organisation qui fait que on peut s'isoler pour travailler. Dans l'ensemble de la structure, il n'y a qu'un bureau partagé. Tous les autres sont à une personne. Et tous ont, là aussi, c'est le cabinet qui nous a aussi accompagnés. On a tous les bureaux ont une table supplémentaire. Et on ne travaille pas, les élus, on va aussi dans les bureaux travailler, comme les agents viennent travailler aussi dans mon bureau. Voilà, c'est vraiment un partage. Et puis, il y a de la vie. On a des jeunes agents, donc il y a aussi des rires. Il y a de la vie dans ce bâtiment. Mais c'est vrai que dès qu'on passe la porte, il y a une sérénité totale. Rien que je pense le bois fait que le bois, la transparence, comme l'a dit Monsieur Blanchard, ça fait énormément... il y a un bien vivre à l'intérieur. On a oublié de le dire aussi, à la conception, on a consulté les agents donc pour savoir ce qu'ils voulaient en matière de bureaux, de mobilier. S'ils voulaient des bureaux partagés, s'ils voulaient des bureaux individuels. Il y a eu quelques arbitrages qui ont été faits, mais dans l'ensemble, on a aussi respecté ce que voulait l'agent et ce qu'il pensait du fonctionnement de la mairie. Voilà. Merci. Non ? Ah, pardon. Pour revenir sur la question qui a été posée, pour ressentir les caractéristiques réelles techniques et de performance de la brique et de la terre crue, il aurait fallu une surface démultipliée en mètres carrés de briques. C'est un mur qu'aurait dû prendre, par exemple, une façade complète du bâtiment, où là, ça aurait pu jouer un rôle d'accumulation de calories, de régulation hygrométrique en cas des aléas du temps, jouer sur l'acoustique, le côté feutré. Là, nous avons 10 mètres carrés, si ma mémoire est bonne, de briques de terre crue. Par rapport au volume global du rez-de-chaussée, là, c'est pas du tout suffisant. Si le choix de l'utilisation est fait pour la performance, là, on n'a pas assez de mètres carrés, mais c'était pas l'idée de base. Merci. Alors. Bonjour. Quand vous avez décidé de refaire ce projet, c'est que donc vous dites que le bâtiment était en mauvais état, etc. J'imagine aussi que les dépenses énergétiques devaient être énormes. Est-ce que vous avez un comparatif des dépenses avant et des dépenses maintenant ? Parce qu'on parle de confort, de visuel, c'est joli, c'est chaleureux, etc. Mais des fois, le client aussi, ce qu'il veut, c'est... forcément, à l'achat, le biosourcé, ça coûte plus cher. Mais derrière, est-ce qu'il y a des réelles économies ou... Enfin, c'est sûr, mais est-ce que vous l'avez chiffré ou pas ? Alors, il sera chiffré à la fin de l'année. Mais on a déjà du recul quand même. On a déjà du recul, avec une surface moindre du bâtiment historique. On a quasiment doublé la surface du bâtiment parce qu'on a fait un étage. On consomme déjà moins qu'avec le bâtiment historique qui était avec des radiateurs grille-pain, des fils un peu partout. Non, là, il n'y a pas photo. On est sur des économies qu'on va voir sur une année vraiment complète là, de chauffe, parce que là, 2023-2024, ça a été un peu compliqué. C'était septembre, il y a eu une adaptation, il y a plein de réglages. La géothermie, on dit c'est un super produit. Par contre, il faut maîtriser la bête. Parce que je ne vous dis pas l'usine à gaz qui est en bas. On y va. On a un partenaire qui s'appelle M. Richard qui nous a conçu la chaufferie. Lui aussi, c'est toujours un temps d'adaptation. Donc on va savoir ça fin 2025. Je pense qu'on aura des chiffres. Peut-être redire que le CIDEV est intervenu aussi dans le cadre des études avec donc l'ingénieur FIB, là, justement pour aider au choix des énergies, des corps de chauffe, etc. Alors, je précise que j'ai repéré 3 personnes avec des questions encore et on va s'arrêter là, après les réponses. Je t'ai pas vu. Alors, 4 alors. Et après, on va passer à la pause. Donc, si vous avez encore des questions, n'hésitez pas. Ils sont encore là pendant la pause. Et alors, j'avais repéré d'abord monsieur.
Bonjour. J'avais 2 questions, il y en a une qui a été répondue. La mienne, elle est plus de matière générale. Aujourd'hui, qu'est-ce qui vous empêche, alors, ça tout le monde dans la salle, de faire du conventionnel en terre crue? Qu'est-ce qui vous manquerait pour faire du conventionnel? Puisque le béton, finalement, c'est simple, on met du béton partout. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui vous manque pour faire du conventionnel en terre crue? Quelqu'un veut répondre? Allô, allô? À qui? Non, j'ai pas entendu. Vous demandez par rapport à l'ADEME? Non, forcément, ce qui est en freine, en fait. Je croyais que c'était par rapport à l'ADEME. Prescrire la terre comme le béton, c'est ça? Oui, c'est ça. Qu'est-ce qui manquerait aujourd'hui? Enfin, tout à l'heure, on a parlé des artisans. Les artisans, déjà, c'est un point sensible. Une volonté politique. Qu'est-ce qui manque? J'ai la super réponse. Je pense que c'est aussi une volonté politique. Moi, j'ai fait partie de l'équipe qui, de 2014 à 2019, voulait rénover la mairie. Et en fait, j'ai été, je dirais, boostée par les adjoints sur le choix de l'architecte. Et puis cette relation, elle s'est construite. Il y a eu vraiment une écoute et aussi, du coup, cette volonté d'évoluer et de faire un bâtiment. Oui, on refaisait une mairie, mais pas n'importe comment. On n'allait pas la refaire justement de façon conventionnelle. Et c'était un petit peu un petit pari un peu fou. Et puis voilà, je pense qu'on peut être fier de ce qui a été fait. Mais c'est vrai que je pense que ça fait quand même évoluer mes collègues maires, notamment sur le territoire de Vendée Grand Littoral, parce que tout le monde s'est remis après nous à faire des extensions. Et puis, voilà, on n'est pas copié, mais bon. Non, mais excusez-moi, j'avais pas entendu. Je suis sourd pour information, à 80%, donc je peux parier. Quand c'est de loin, j'entends pas forcément. Non, j'avais compris qu'au niveau normes, qu'est-ce qui empêchait, en fin de compte, qu'est-ce qui empêchait de faire des matériaux biosourcés comme ça. Bon, on est confronté quand même toujours avec l'RTE, je vous dis 2020, avec des normes DTU, des choses comme ça qui viennent nous bloquer en fin de compte, parce que il faut toujours que ça soit à la marge. C'est dommage qu'on ne puisse pas développer plus, normaliser ces choses-là, parce qu'à chaque fois, on passe un peu pour des marginaux. Hein. Voilà, il faut faire passer aussi l'info. Mais quand on démarre ce type de projet, faut un peu se battre quand même pour y arriver, quoi. Voilà. Je pense qu'on abordera ce sujet dans la deuxième partie. Oui. Voilà. Vous aurez plus de réponses avec Corentin tout à l'heure. Alors, que je retrouve. Il y avait encore quelqu'un avant. Oui. Je vous ai vu en dernier. Donc, je reviens en dernier. Vous avez le mot de la fin. Donc, là. Oui, effectivement, ça sera plutôt l'objet de la deuxième intervention, oui. Et comment dire, c'était sur la brique, là. Donc, vous êtes équipé, vous avez fait de la brique extrudée. Hein, donc, je suppose que c'est plus costaud que de la brique en presse. C'est ça la question? Oui. C'est bien. Oui, effectivement, on est équipé au niveau de la briqueterie pour faire de l'extrusion. Donc l'extrusion, on a des distributeurs de terre, des broyeurs, des mélangeurs, et donc en débit de fabrication, on a déjà un débit beaucoup plus important qu'une brique à la presse. Donc un coût nettement moindre. Tout à l'heure, sur une photo, on a vu effectivement un premier échantillon qui avait été fait, qui n'avait pas fonctionné. Et ça, c'était un échantillon qui avait été fait à la presse. Et donc, on voit que la terre était moins bien liée. Elle était un petit peu déstructurée. Donc, le fait d'être extrudé aussi, on fait le vide d'air complet à l'intérieur. Et donc, on a vraiment une masse importante. Donc, une masse de briques de terre crue, c'est un peu plus de 2 tonnes. 2 tonnes au mètre cube. Donc c'est quand même quelque chose d'assez imposant. Mais effectivement, on arrive à avoir une compression beaucoup plus forte qu'avec une simple presse. Et alors, la dernière question. Bonjour, c'est une question pour les artisans, savoir le temps de la mise en œuvre et surtout le temps après, le temps de séchage.
savoir comment l'interaction entre les lots se sont faits avant et après. Merci. Alors là, la mise en œuvre en intégrant la partie enduit, de mémoire, on était sur une dizaine de jours, sur 10 jours. La partie séchage, elle s'est fait progressivement, mais le mortier n'étant pas très épais, ça, je pense que sous 3 semaines, 1 mois, l'ouvrage était sec, sachant que les briques sont arrivées quasi sèches. Je dis quasi parce que quand on parle d'un changement de couleur, c'est peut-être ça aussi. Compte tenu des délais de fabrique et autres, et puis d'intervention, c'est vrai que les briques, elles ne sont pas arrivées aussi sèches qu'aujourd'hui. Donc, et elles avaient un côté plus vert. Et je pense qu'aujourd'hui, on est plus proche d'un gris clair que d'un vert. Marron. Marron même. Par endroit. Ça, c'est... Ah. En fait, on a... Intéressant. On a un dessin qui évolue tous les jours. Là. En fait, Gris jauni. Voilà. Ouais, ok. Après, ça peut peut-être être aussi lié à une présence d'oxyde dans la veine d'argile. Ça peut arriver. C'est pas gênant. Ouais. Non, c'est vivant, c'est un matériau vivant. Hein. Il y a la réponse là, je crois. Oui, effectivement, c'est un matériau naturel. Et donc, la couleur peut changer, effectivement. Tu as une petite légère oxydation qui peut se faire en surface. Mais vous pouvez faire un essai un jour. Vous passez une petite éponge juste sur la brique et elle va revenir de couleur gris clair, comme celle-ci. Mais c'est un matériau naturel. Hein. À l'intérieur, il n'y a pas de chaux, il n'y a que de l'argile avec un petit peu de sable aussi pour donner du corps. Et donc voilà, c'est comme le bois, hein, il se patine aussi dans le temps. Donc, Merci, et c'est vrai que c'était pas la dernière question, j'avais oublié la question qui s'était manifestée ici. Bonjour, ça sera peut-être traité un peu par la suite, mais je trouverais intéressant que les artisans nous racontent. Là, dans un projet public, c'est compliqué, c'est un peu à la marge. On sent qu'il y a de la terre, et que c'est intéressant de l'expérimenter, mais que c'est un peu à la marge. Ça m'intéresserait de savoir ce que les artisans font par ailleurs comme type de construction. Ok, vous avez 1 minute. Et la pause. Moi, par ailleurs, je fais essentiellement du particulier à 99%. Et de la rénovation. Que de la rénovation. Voilà, donc ça peut être du béton de chanvre, des enduits minces à la chaux, des patines à la chaux, du sol, du mur, du plafond. Je travaille un peu le bois pour faire des plafonds, des choses comme ça. Je ne suis pas menuisier, mais voilà ce que je fais de mon activité. Alors, moi, je travaille donc depuis 5 ans et demi la terre crue sous différentes formes. Les briques, c'est très rare. Je suis plutôt sur des correcteurs thermiques, des enduits de forte épaisseur, 4, 5, voire 6 cm, sur support pierre ou bottes de paille, parce que je participe aussi à la construction paille. J'œuvre aux côtés de Sylvain Ecobois, Florine, et Mathieu notamment, à développer la construction paille en Vendée. Donc je travaille les corps d'enduits terre fibrés à la paille ou au chanvre, des enduits de finition, des enduits décoratifs, des stucs, des terres de lac et non pas des tas de lac, parce que les tas de lac étant chauds, des enduits miroirs brillants. Je travaille la terre sur des supports bambou, canis pour pouvoir isoler des cloisons ossature bois isolées en laine végétale, en panneaux, pouvoir enduire et obtenir un séchage rapide. Qu'est-ce que je fais d'autre? C'est déjà pas mal. Hein. Un peu de chaux-chanvre, un peu de terre-chanvre aussi, même de plus en plus de terre-chanvre. Et voilà, c'est mon cœur d'activité. Le marché public, c'était mon premier. J'en ai pas fait d'autres. Je travaille à 95% en direct avec mes clients. Il y a aussi quelques acteurs architectes, notamment un que j'ai cité là, qui s'appuient sur mes compétences. Donc voilà. On continue de promouvoir la terre crue en Vendée. Merci beaucoup. Je tiens aussi à remercier toute l'équipe, que ce soit maître d'ouvrage ou maître d'œuvre. C'était super. Vous restez pas hein, pour la pause, là vous partez direct? Vous restez un peu et vous êtes d'accord de répondre encore à des questions peut-être? Super. Et vous restez de toute façon toute la matinée, c'est super. Vous, je ne sais pas, mais faites en sorte de les choper avant qu'ils partent. J'ai aussi juste une information, ce projet-là, il est aussi riche à côté de la terre. Donc,
dans le mail de remerciement que vous allez recevoir, vous aurez aussi la présentation de ces slides-là en PDF. Regardez, on n'a pas pu poser d'autres questions. Moi, j'en avais plein. Mais on est là pour la Terre. Et donc, je vous invite à regarder après le reste de la présentation plus en détail. C'est hyper intéressant. Eh ben, merci beaucoup. On va passer à la pause. Et on se retrouve dans un quart d'heure.